2, 1. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute encore une fois. Super content de savoir que vous êtes avec nous autres pour un autre épisode. Si vous êtes de ceux qui nous écoutez via Illico, sachez qu'on est en ondes pour à peu près 28 minutes, mais on change beaucoup à l'émission, on dépasse notre temps la plupart du temps. Donc ce qu'on fait, on met des entrevues au complet sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous trouver sur la chaîne YouTube de TVC Basse-Lièvre, mais aussi on est disponible sous forme de podcast et on est sur soundcloud.com. Je vous invite à aller vous inscrire sur notre page, vous allez pouvoir suivre toutes les entrevues qu'on a à vous proposer au cours de la saison, ou bien sûr terminer celle-ci si jamais on dépasse notre temps. En fait, je suis certain qu'on va le faire, on le fait pas mal à toutes les émissions. Sinon, toute l'information est au www.tvc.qc.ca. Aujourd'hui, je me fais vraiment plaisir, je vais triper, j'espère que vous allez triper avec moi. Je suis avec quelqu'un pour parler d'arts martiaux, pour parler de karaté, mais nécessairement, on va parler un peu de la communauté, on va parler des jeunes, parce que je suis avec quelqu'un qui est impliqué auprès de sa communauté avec son école de karaté. Je suis avec Germain Bisson de Karaté Kama. Germain, merci d'être avec nous autres un matin. Ça me fait plaisir. On est en train d'enregistrer, on est à la mi-septembre ou à peu près. On vient de finir l'été, les vacances, tout ça. J'ai vu que tu t'es gâté, t'en as profité pas mal. Oui, j'ai pris le temps de faire des vacances, de passer à moi. Fait que j'ai découvert une nouvelle passion, faire des voyages, prendre des marches, découvrir la nature. Puis j'ai un contact privilégié avec les arbres et ce que la nature peut nous offrir. Ben, j'ai vu ça, tu as commencé à prendre bien des photos, tout ça, une nouvelle petite passion qui se développe avec la photo, j'imagine. En tout cas, ça me donne cette impression-là. Oui, je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Fait que la photo, puis c'est pas compliqué, je prends le téléphone à mon épouse, puis je vais prendre des photos. Mais j'ai découvert que j'aime beaucoup essayer d'être en contact avec la nature. Puis c'est quelque chose de nouveau, comme avant, c'était pas quelque chose qui existait. Avant, mon horaire était encore comme ça, mais c'était plus 7 jours par semaine, fait que je pense que j'avais pas le temps de prendre de photos. Fait que j'étais au dojo 7 jours par semaine. Puis j'ai vu que tu as voyagé aussi. Oui, cet été, je me suis payé une petite traite. On est allé visiter Philadelphie. Fait que je suis allé me faire poser avec mon ami Rocky. Mais ça, tu vois, j'ai comme découvert ça par ton Facebook et je savais que tu étais passionné, ben pas passionné, mais un fan de Bruce Lee, mais Rocky, je savais pas ça. Non, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé le karaté en 73, dans les années des films de Bruce Lee. Ouais. Fait que Bruce Lee, c'était un peu le mythe de l'invincibilité. Fait que j'espérais devenir invincible, un peu comme Bruce Lee. Mais Rocky, c'est drôle à dire, mais je me suis même entraîné un peu comme Rocky, avec la musique de Rocky. Il avait les gants coupés, le capuchon sur la tête. Ma mère, elle trouvait toujours que j'avais de la bizarre un peu. Non, mais je me suis servi de ça pour m'entraîner beaucoup. Fait que Bruce Lee, c'était un peu le côté invincible. Rocky, c'est n'importe qui peut devenir champion si tu mets l'ouvrage, si tu travailles fort, si tu es déterminé. Fait que j'ai suivi les films de Rocky. Puis l'autre, c'est Walt Disney. Parce que je pense qu'il faut toujours avoir des rêves. Fait que si tu vas dans mon office au dojo, j'ai une photo des trois. Fait que... c'est drôle, j'aurais pas imaginé... Walt Disney, c'est un gars qui a eu des difficultés, il avait des faillites personnelles, mais il a toujours cru dans son rêve, puis il avait une vision à long terme de qu'est-ce qu'il voulait développer. Fait que c'est ce que j'ai essayé de faire avec le karaté. Puis c'est drôle, aujourd'hui, Disney, une des plus grosses entreprises au monde. Oui, puis qui fait rêver tout le monde. Fait qu'il fait rêver tout le monde, puis après, si tu prends des actions, ben, tu peux mettre ton rêve en application. Comme Rocky, d'ailleurs, qui fait que c'est tous des personnages qui nous font rêver, dans le fond, à atteindre les buts. Mais tout le monde le fait, de s'entraîner sur Rocky. C'est tellement typique. Ben, je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui ils connaissent, mais ceux qui me côtoient, ils connaissent parce que je leur parle de Rocky souvent. Mais es-tu aussi fan de Sylvester Stallone? Parce que... non, okay. Ben, j'aime Sylvester Stallone. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir ce qu'il a réussi à accomplir en entraînement, tout ça. Puis quand il est revenu pour Balboa, je pense qu'il avait 5... Je sais pas quel âge. Là. Il en shape. Je pense que c'est un phénomène. Puis pour plusieurs du monde, il y en a bien qui disaient que c'était pas un bon acteur. Mais moi, personnellement, l'entraînement qu'il faisait, puis les scripts qui disaient que quelqu'un de nom pas connu, qui n'est pas supposé connaître le succès, qui est capable de l'avoir. Fait que ça m'a permis de croire que je pouvais, par exemple, réussir des choses. Puis c'est le message que j'essaie de passer à tous les athlètes. T'sais, si tu y crois, si tu travailles fort, tu peux accomplir des grandes choses. Fait que c'est un petit peu ça, Rocky. Comment tu as découvert Bruce Lee? T'es pas mal jeune, hein? Ben, je suis né en 1963, mais ses films, c'était à la fin des années 60. Il est décédé en 73, l'année que j'ai commencé le karaté. Fait que j'ai été voir tous ses films. J'ai connu ses films, puis je me prenais un petit peu pour Bruce Lee, maintenant. Mais puis comme bien d'autres, mais dans le fond, toutes les générations ont comme leur héros de cinéma qui va avec les arts martiaux, on dirait. T'sais, moi, j'ai été de l'époque de Van Damme, c'était pas mal lui. Mais évidemment, j'ai connu Rocky, c'était les suites de Rocky et tout ça. Mais tu sais, ça, c'est ce que tu dis là, je l'ai vécu dans mon école. Pas avec Bruce Lee, parce que c'est là que j'ai commencé le karaté. Mais tu sais, l'époque de Van Damme, de Chuck Norris, l'époque des Ninja Turtles. Tu sais, Karate Kid, je peux te dire que ça l'a amené du monde dans les dojos.
Ça a été super bon. Surtout qu'il y avait, pour ce genre de film-là, il y avait beaucoup de philosophie, fait que ça a été extrêmement intéressant. Ben oui, puis ça continue encore. Ça continue encore aujourd'hui. Tu le vois, moi, mes enfants, là, je leur fais découvrir les nouveaux Karate Kid. Dans le fond, ça a été quasiment une introduction, puis ils se sont trouvés en dojo, là, eux autres aussi. Mais ce que je trouve drôle de Bruce Lee, puis je sais que tu lis beaucoup sur lui, c'est qu'il y a un petit peu une controverse. On dit de lui que c'était du showmanship, c'était un acteur, mais que dans le fond, dans la vraie vie, il était pas capable de se battre, mais en même temps, moi, j'ai suivi, je sais pas si tu as déjà vu, mais tu as dû en entendre parler. J'ai écouté son documentaire I Am Bruce Lee, je sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai déjà vu. Ouais. Ce qui expliquait, c'est que paraît-il qu'il se battait dans la rue, là, pis tout, puis il était pas un fluke, il était pas un fake. Non, ben Bruce Lee, aujourd'hui, je lis encore un livre de chevet que j'ai, que je garde, pour aider à développer mes athlètes en combat. C'est le Tao of Jeet Kune Do. Mm-hmm. Bruce Lee était bien en avant de son temps. C'est un gars qui a appris des arts martiaux traditionnels en restant dans la tradition, mais qui était capable de prendre la tradition et de la faire vivre en la faisant évoluer. Fait que dans les années 60, le livre qu'a créé Tao Jeet Kune Do, qui parle de combat, qui parle de distance, qui parle d'attaque, de défense, son système, aujourd'hui, moi, je l'utilise encore avec mes athlètes. Okay. Fait que Bruce Lee, c'était surtout un grand maître d'arts martiaux. C'était un acteur, on peut dire s'il est bon ou moins bon. Je pense que c'était un peu comme dans les westerns. Le gars de western était capable de se battre contre 10, mais Bruce Lee est arrivé puis il le faisait avec ses mains puis ses nunchakus. Ça, c'était un peu Bruce Lee. Fait qu'en qualité d'acteur, on pourrait discuter longtemps. Mais maître d'arts martiaux, c'est un des plus grands maîtres au monde, qui est reconnu dans l'histoire. Ben, clairement, son impact, et on le sent encore aujourd'hui. Là. Tu le vois dans les films d'aujourd'hui encore. Il a influencé beaucoup. Tu vas parler avec Raphaël Agaïev, qui est le meilleur athlète présentement, mais il va dire que Bruce Lee a une influence sur sa pratique. Ouais. Tu vas parler avec les Français, qui sont parmi les meilleurs. Encore aujourd'hui, ils ont des coupes, des championnats qui s'appellent la Coupe Bruce Lee. C'est pas connu. Je connais pas. Puis il est mort en 1973. Imagine s'il avait vécu encore aujourd'hui. Ce qui était difficile avec Bruce Lee, c'est que c'était comme... Il a créé une chose qui est un système, un non-système. C'est que tu prends sa manière de combattre, puis tu te l'appliques à toi avec tes composantes à toi. Fait que c'est ce que je tente de faire avec les athlètes, entre autres. Mais puis il y a un autre petit débat là, qu'on entend dans le monde des arts martiaux mixtes qui dit que c'est peut-être le père des arts martiaux mixtes parce qu'il était capable de prendre plusieurs disciplines puis les appliquer dans son Jeet Kune Do. Bruce Lee, dans certains de ses livres, il va dire, lui, il allait chercher le meilleur de toutes les disciplines. Fait que s'il avait besoin de connaître comment faire les coups de pied, mais il est allé voir, par exemple, des personnes de taekwondo pour savoir. Il est allé voir des personnes de karaté pour savoir. Il a appris de l'escrime. En escrime, ils vont dire on lance toujours la main en premier. Ben, une des techniques de Bruce Lee, c'est de lancer la main en premier quand tu frappes. Pas déplacer le corps et lancer la main après. Fait qu'il est allé chercher ce que lui disait, le meilleur de plein de disciplines. Déjà, dans ses films, tu voyais qu'il faisait du travail au sol. Tu faisais qu'il travaillait à distance. Il y a les armbars, tout ça, qu'aujourd'hui, on utilise aujourd'hui. J'ai déjà lu un magazine de bodybuilding qui disait que livre pour livre, c'est peut-être l'athlète qui était le mieux développé. Déjà, dans son temps, c'est quelqu'un qui avait impliqué, il avait mis dans son entraînement le travail avec le poids et haltères. Fait que c'est un gars qui était 30 ans avant de son temps. Incroyable, pareil. Parce que le monde ne savait peut-être pas, mais avant, en tout cas, puis tu sauras me corriger si je me trompe, mais de ce que je comprends, c'est que les arts martiaux, c'était très traditionnel. C'était, je pratique un style, je fais ce style-là, puis c'est le meilleur, ou tu sais, peut-être qu'on pouvait pas sortir de ça. C'était une chasse gardée, puis c'était les grands maîtres, puis qui avaient la connaissance suprême. Avec les années, ça a beaucoup changé, ça. C'est sûr, si tu veux te perfectionner, mais d'apprendre plusieurs arts martiaux, ça peut être plus difficile. Par exemple, les Gracie, quand ils sont arrivés avec le Jiu-Jitsu, mais aujourd'hui, tout le monde connaît le Jiu-Jitsu. Ils en fait tout. Fait que le MMA, c'est un peu... tu veux te spécialiser dans différents arts. Georges Saint-Pierre, c'est un des plus bels exemples. Georges Saint-Pierre, il vient du karaté, Kyokushin. Il a travaillé le Brazilian Jiu-Jitsu, il a travaillé le conditionnement physique. Il est allé... La boxe, tous les sports de combat, pratiquement, le Muay Thai. Mais il est allé s'entraîner avec des personnes de gymnastique. Puis quand il a dit « je suis en forme, mais quand je m'entraîne avec les athlètes de gymnastique, je vois que je suis pas vraiment en forme. Ils sont capables de faire des affaires comme moi, je suis même pas capable de faire. » Fait que ça devient un spécialiste du combat. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être mieux de se spécialiser
dans un art martial, puis essayer de le travailler, de l'appliquer à toi dans ton chemin de ta vie. Mais je trouve ça toujours intéressant, puis j'imagine que toi aussi, de voir quand le karaté est appliqué dans un contexte réel. Parce que souvent, c'est un peu ce qu'on va reprocher aux arts martiaux traditionnels, c'est que c'est bien beau les katas, c'est bien beau la pratique, mais si tu arrives dans la rue, pas pareil. Mais moi, puis tu sauras me dire, mais j'ai souvenir d'avoir entendu que, surtout dans les années 80, dans ce temps-là, que des fois, c'était les karatékas qui allaient sortir fider les bars le soir. Oui. Je me demande si c'est pas toi que j'ai oui, ça se peut. Non, mais ça doit toujours que c'est quoi l'image qu'on veut projeter. Le karaté, exemple, actuellement, en tout cas, le karaté que moi je tente d'enseigner, c'est plus philosophique, c'est sur le développement de la personne. Fait que c'est un karaté un peu éducationnel. On peut pratiquer le karaté pour la santé, on peut pratiquer le karaté de compétition. Mon garçon Nicolas va se battre demain, il est en Allemagne. Il va se battre un championnat K1 de la Fédération mondiale de karaté, qui est dans le processus de sélection olympique. Après ça, tu peux faire du karaté santé pour les personnes de 60 et plus. On parlait tantôt de M. Desrosiers, qui a 80 et qui pratique encore 2-3 fois par semaine. Mais le karaté, à la base, c'est un système d'autodéfense. Ce qu'on voit du karaté, c'est souvent coup de pied, coup de poing. Mais le style que nous, on pratique, mais il y a des étranglements, il y a des projections, il y a des clés de bras. C'est très complet. Sauf que le monde d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont le temps de pratiquer 7-8 fois par semaine, 15 heures par semaine? Avant, les maîtres pouvaient s'entraîner 2, 3, 4 heures par jour. Aujourd'hui, après, tu as fait 2 pratiques, mais c'est correct. Donc, c'est surtout plus pour la santé. Je pense qu'on pratique. Mais je suis allé à Nicolette des années, suivre un cours pour les techniques policières, puis j'enseignais au cégep. Puis là, quand on a fait le travail 2 par 2, la première application, c'est quand la personne, tu le vois venir sur toi, on était tous habillés avec les protecteurs, bien, c'est un Maigiri timing au corps. Fait que je me suis dit, j'étais à Nicolette, on enseigne aux techniques policières, puis la première affaire qu'il veut faire, c'est un coup de pied frontal. Quand l'autre avance, tu le frappes. Là, je me suis dit, bon, c'est pas très compliqué. Fait que dans l'application, c'est souvent les mouvements les plus simples. Pour ce qui vient des katas, mais c'est une méconnaissance des katas, parce que le kata a été formé après l'expérience de combat. Fait qu'aujourd'hui, souvent, on apprend juste la forme, mais sans connaître l'application 2 par 2. Mais avant, puis j'en suis convaincu, ils ont appris à combattre, puis ils ont développé un système, puis on dit pour s'en rappeler, mais on va faire des formes. Fait que c'était l'inverse. Si on apprenait le 2 par 2, puis après ça, on apprenait le kata. Aujourd'hui, par manque de temps, on fait les séries de mouvements, les katas, puis on manque peut-être le travail 2 par 2. Mais tant qu'on a parlé, comment ça a commencé le karaté? On parlait de l'origine... Mais le karaté d'origine, ça vient d'Okinawa. On a tendance à parler du Japon. L'Okinawa appartient au Japon. C'est associé avec le Japon. Mais ça vient d'Okinawa, qui ont eu la situation géographique d'Okinawa a permis de faire des contacts avec le Japon, avec la Chine, avec Taïwan, avec les différents pays d'Asie. Il y a des maîtres chinois qui ont été restés à Okinawa. Plusieurs familles, il y a une période de temps où ils ont été immigrés à Okinawa, qu'eux ont enseigné les systèmes des moines Shaolin. C'est de là que ça s'est développé, que c'est devenu le Shorin et le Shorei, une forme plus souple, une forme plus dure. Par après, c'était dans la ville de Naha, Nahate, Shurite, Tomarite, c'est 3 villes, Masson, Angers, Bokniam, qui est devenue aujourd'hui une grosse ville qui s'appelle Naha. Puis de là, il a développé ces systèmes-là. Par après, dans les années 30, 40, 50, mais les maîtres ont été... C'est le Butokukai du Japon qui a demandé c'est quoi le nom de votre style. Parce que dans la tradition japonaise, les systèmes de combat avaient tout un style. Les maîtres ont été obligés d'appeler ça. Exemple, en Chitoryu, il appelait ça Sensei Chitose, il appelait son style Chitoryu Karate-Do. Fait que ça part traditionnellement de la Chine, ça a été jusqu'à Okinawa. D'Okinawa, ça a passé au Japon. Après ça, ça s'est répandu dans le monde. Mais pourquoi se battre à main nue? Surtout à ces époques-là où est-ce que... Mais dans ces époques-là, il y a une période de temps où ils se sont fait enlever leurs armes pour se défendre. Mais souvent, c'était exemple des personnes, des agriculteurs ou des pêcheurs qui travaillaient avec des outils. Parce qu'en même temps qu'ils faisaient travailler sans armes, ils pratiquaient avec armes. Fait qu'il y avait un grand bâton qui charriait de l'eau avec, mais ils pouvaient l'utiliser pour se défendre. Ça, on appelait ça le kobudo. Fait que c'était comme une voie ferrée, il y avait 2 tracks. Tu avais l'okinawate, travailler à main vide, puis même dans le temps, ils appelaient ça tode, tode qui voulait dire la main de Chine. Fait qu'ils pratiquaient un système de combat développé qui s'appelait tode. Après ça, il y avait les outils avec quoi ils travaillaient, kobudo. Fait qu'ils utilisaient ça pour se défendre. Quand on dit que le karaté traditionnel, puis le karaté, j'imagine c'est plus sportif l'autre. Moi, je suis plus familier avec le traditionnel, évidemment, à cause de l'école Karaté Kama. Mais c'est quoi la différence entre le traditionnel puis les autres? Bien, le traditionnel, c'est que tu retrouves tes racines à Okinawa, au Japon et à Okinawa. Ce qui s'est passé avec les années, puis c'est des choix personnels. Il y en a qui ont quitté l'enseignement des Japonais.
c'est devenu très mercantile, le karaté, ou tous les arts martiaux. Mais le karaté en particulier, fait qu'il y a bien des clubs qui se sont partis, qui ont copié les systèmes des gyms Max, exemple, où ce que là, tu pouvais payer tant par mois, puis tu pouvais payer à l'année, puis tu avais des contrats. Fait que là, c'est devenu plus un karaté business. Ça a pris beaucoup de place. Aux États-Unis, c'est ce qui est le plus gros. Quand on dit karaté sportif, toutes les associations font du sport. Aussitôt que tu vas en compétition, ça devient un sport. Fait que dans la version traditionnelle, il y a la version sportive aussi traditionnelle, qui est la Fédération mondiale de karaté, qui est reconnue par le Comité international olympique, exemple, qui va avoir les Olympiques en 2020. Fait que si tu veux faire les Olympiques, le sport, le niveau le plus avancé, tu dois faire partie du groupe de karaté traditionnel qui t'amène jusque-là. Quand on parle de système traditionnel, le style traditionnel, on ne parle pas vraiment de faire la compétition. Il y en a qui s'appellent le karaté sportif parce qu'ils font juste le sport. Ils n'ont peut-être pas le contact traditionnel. Ils n'ont peut-être pas le contact à quoi ça a les katas. Fait que c'est plus axé sur une performance sportive. Puis Karaté Kama, c'était un choix de dire OK, ben nous autres, on va y aller traditionnel. Ben moi, quand j'ai commencé en 1973 avec Sensei Kingsbury, on faisait le style Chitoryu de la lignée de Sensei Tsuruoka. Sensei Tsuruoka, c'est lui qui a emmené le karaté en 1957 au Canada. Fait que tout le monde faisait du Chitoryu de la lignée Tsuruoka au Canada. Ça a changé par après. Sa première ceinture noire, c'est Sensei Gashi. Sensei Gashi a commencé son dojo en 1963, le 1er avril 1963. J'ai pratiqué avec Sensei Kingsbury de 73 jusqu'à 82, 83. 85, j'ai parti mon dojo. Puis là, je voulais plus suivre le côté juste sportif du karaté. Fait que j'ai eu la chance, 3 étés, d'aller pratiquer avec un monsieur qui s'appelle Richard Kim, qui était dans ce temps-là le plus grand historien du karaté, des arts martiaux traditionnels. Que ce soit l'aïkido, judo, kendo, kyudo, Sensei Kim connaissait l'histoire. Puis dans ce temps-là, il nous avait dit, si vous voulez faire un retour au traditionnel, ce que vous devriez faire, vous devriez vous en aller dans le Chitoryu avec Sensei Chitose du Japon et Sensei Gashi du Canada. Puis durant cette même période-là, j'ai rencontré Sensei Gashi. J'ai rencontré aussi Minoru Mochizuki, qui est un grand maître d'aïkido, qui faisait un séminaire, puis je pratiquais l'aïkido. C'est là que j'ai eu le côté sportif que j'aimais depuis que j'avais commencé le karaté. C'est là que j'ai eu comme un éclair. Il y a quelque chose qui s'est passé en disant, je veux retourner à la pratique des budo, de la voie martiale, puis je pouvais l'avoir à travers Sensei Gashi. Dans la même été, j'ai pratiqué avec un mec qui s'appelle Yamaguchi du Shotokan, dans le même mois, Sensei Gashi. Yamaguchi était extrêmement performant physiquement, mais quand j'étais voir Sensei Gashi, j'étais arrivé avec mon auto un camp d'été à Ottawa, avec le Ottawa Chitokai de Sensei Harvey Brown. Je l'ai vu balayer un enfant, je l'ai vu chatouiller un peu, se relever. Puis pourtant, Sensei Gashi, c'est le premier champion canadien. C'est la première ceinture noire au Canada. Ça aurait pu être un gros sensei avec un gros ego. C'était pas ça. J'ai vu un père de famille qui s'occupait des enfants. Puis c'est là que j'ai décidé que je m'en allais avec Sensei Gashi. Puis là, j'ai découvert le côté traditionnel, le côté philosophique, le côté... quand on parle de Budo, quand même le Do, c'est la voix de son épanouissement personnel. Là, j'ai compris que j'étais en présence d'un grand maître de Budo qui avait fait le côté sportif, qui fait du Kobudo aussi, qui est un grand maître de Kobudo. Puis je me suis dit, c'est cette personne-là que je veux suivre. Puis là, avec beaucoup de lectures, ma bibliothèque, j'ai plus de 1000 livres là, chez nous. Fait que je lis un paquet de livres sur tous les arts martiaux, sur la philosophie, la psychologie des arts martiaux. Fait que là, j'ai découvert un maître qui est devenu mon maître depuis 1989, puis que je suis assidûment. Ah, c'est l'autre. Mais j'ai pas voulu quitter le côté sportif. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait des voyages au Japon pour le traditionnel, mais je fais venir, exemple, Sensei Antonio Oliva Seba, qui est un des meilleurs coachs au niveau mondial. J'ai fait venir Douglas Bros, qui est champion du monde 2 fois. J'ai fait venir Tom Scott, qui est un des meilleurs athlètes au niveau mondial. Fait que le côté sportif, j'ai compris comment ça fonctionne. Je fais amener les meilleurs au monde, que ce soit dans le coaching, dans l'arbitrage ou dans les athlètes. Puis moi, je fais le suivi traditionnel. Le 2 ans, j'étais allé au Japon. J'ai été pratiquer le Kobudo avec Inoue Sensei, qui est l'instructeur à Sensei Gashi. Puis j'ai pu rester au Japon là-bas. En 1995, j'ai fait un voyage de 3 semaines avec Soke Sensei au Japon. Fait que le côté traditionnel, le côté Budo, c'est tout le monde au dojo qui pratique ça. Puis le côté sportif, mais c'est des athlètes qui ça le temps de faire la compétition. Mais est-ce que le traditionnel apporte à tes athlètes après? Dans le sens que le mariage des deux, est-ce que c'est ce qui fait que c'est peut-être une combinaison gagnante? Parce qu'il y a beaucoup de succès là, chez Karaté Kama. Là, ce que j'essaie de faire, c'est que même s'ils font du sport, la philosophie du Budo est en arrière pareil. Exemple, si mon athlète il sort du ring en compétition sans faire son salut, mais il va le savoir. Il va avoir une attitude. Tous mes athlètes, je leur demande, c'est la loi de la réciprocité,
ce qu'ils reçoivent du karaté, ce qu'ils ont reçu du sport, il faut qu'ils le redonnent à les autres athlètes. Fait que je vais demander à un athlète plus vieux d'aider les plus jeunes. Fait que ça vient du karaté traditionnel. Fait que toute cette philosophie-là, la maxime de notre dojo, c'est Kyozan Kyoe. Amitié mutuelle, prospérité mutuelle, mais c'est la même affaire dans le club de compétition. Puis ce qui est intéressant, c'est que tous mes athlètes, ils ont tous fait du karaté traditionnel avant. Ils arrivent à un certain âge, exemple, à 17, 18, 19, 20 ans, sont membres de l'équipe du Québec, membres de l'équipe canadienne. Là, ils peuvent se spécialiser dans le sport. Il n'y a pas personne qui se spécialise dans le sport avant. Ils sont obligés. Ceux que je spécialise dans le sport, c'est tous des ceintures noires. Par exemple, Jean-Sébastien, mon garçon, puis Nicolas, mes deux gars, sont ceintures noires. Ils ont passé le ceinture noire ça fait des années. Jean-Sébastien a passé à 16 ans. Il y en a 24. Il a été médaillé au championnat panaméricain, champion canadien. Il a fait l'équipe canadienne. Il est encore sur l'équipe canadienne. Nicolas, même chose. Mais la philosophie du traditionnel, je le mets dans le sport aussi. Puis, il faut se le dire, c'est assez rare dans une discipline sportive que tu as la chance d'avoir un athlète de haut calibre qui va enseigner pendant qu'il est dans son prime, pendant qu'il est dans... Parce que souvent, c'est après qu'on finit leur carrière, ils vont revenir à l'enseignement, ce qui est génial. Mais là, c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui performe à son top niveau puis qui est encore en train d'enseigner aux plus jeunes qui commencent. Puis c'est assez exceptionnel. Ça, c'est... Je viens d'une grande famille. On était 8 enfants chez nous. Bon, ma mère est décédée, ça fait 9 ans. Mon père va avoir 92, là, fin septembre. Ils nous ont toujours expliqué que ça prend un village pour élever un enfant ou que ça prend des grands frères et des grandes sœurs. Fait qu'au dojo, c'est ce que je tente de faire. Puis ça, c'est depuis le tout début. Tu sais, un gars comme Roch Laflamme, qui a été notre premier grand champion, qui a été 5e au championnat du monde, médaillé au Pan Am, mais Roch enseigne encore à des athlètes pour la compétition. Puis quand il était à son meilleur, mais je lui demandais, parce que c'est là qu'ils sont les mieux. Quand l'athlète est capable de transmettre, mais qui est encore un des meilleurs athlètes, bien, ça veut dire que ta relève, elle fait des steps. Ça step comme ça, là. Tu progresses beaucoup. Fait que depuis 1985, c'est comme ça. Ça, donc, depuis l'ouverture, dans le fond, t'as voulu avoir une équipe compétitive aussi. Hein. Moi, quand j'ai parti d'Ojo, j'ai fait l'équipe du Québec après, championnat canadien, j'étais allé au Pan Am, puis j'étais allé au championnat du monde, puis là, j'ai pu voir, j'avais fait beaucoup de tournois dans l'Open, mais quand j'ai découvert la compétition dite traditionnelle, mais qui est quand même du sport, je me suis dit, waouh, un jour, je vais amener mes athlètes là. C'est le plus gros championnat du monde. J'étais allé au championnat du monde en Espagne, il y avait 10 000 personnes dans le stade. Ça se pouvait pas. Puis pourtant, le Canada ne performe pas à ce niveau-là. Fait que je me suis dit, je vais amener des athlètes au championnat du monde. C'était ça mon objectif. C'est ça Walt Disney de tout à l'heure. Fait que là, je me suis dit, je vais voir... Moi, c'était pas Mickey Mouse, là, mais je vais voir le haut niveau. Fait que quand j'ai sorti dans le stade, je te jure, j'étais dans la place, j'ai dit, un jour, on va emmener des athlètes ici. Depuis le championnat du monde de 92, j'ai toujours amené quelqu'un au championnat du monde. Fait que depuis 92, on a des championnats du monde, des personnes qui sont participées comme athlètes au championnat du monde senior. On a plusieurs 5e places, plusieurs 7e places. On espère un jour gagner une médaille. Mais dans ce temps-là, c'était moi qui compétitionnais, qui transmettais. Fait que ce que les athlètes vont dire, c'est « T'as fait ça pour nous autres, mais je vais le faire pour les autres. » Fait que c'est un petit peu ça la philosophie qu'on a mis en place. Puis, est-ce que je me trompe, mais ça a grandi à travers les années? Plus ça va, plus il y a d'athlètes ou qui se rendent à de haut niveau? Oui, au dojo, on est chanceux. Je pense qu'on était rendu à 52 athlètes qui ont participé au Pan Am Junior. Notre premier Pan Am Junior, c'était en 1993. Okay. On a remporté, je pense, 54-55 médailles. Wow. Au championnat canadien, on a plus de 100 athlètes qui ont participé au fil des années. On va dépasser le 600 médailles cette année. C'est pas loin de 700 médailles. Okay. On a dépassé, on va arriver, j'espère que ça va arriver, là. Il nous manque 3 médailles d'or pour arriver à 300 médailles aux Canadiens. Fait que ça fait partie. Mais tout ça, ça fait juste partie d'un plan plus gros. C'est d'aider l'athlète à devenir un jeune adulte accompli qui va réussir dans la vie. Moi, je pense que ceux qui compétitionnent, ceux qui relèvent les défis de compétitionner, c'est pas pour tout le monde, mais ils vont chercher un petit quelque chose de plus. Ouais. Ils font face à des moments de vérité. Quand tu as 9 ans, que tu compétitionnes à la finale régionale, que tu fais ton kata pour la première fois, bien, pour l'enfant, c'est un moment de vérité. Puis quand tu fais face à ces moments-là, tu as la chance d'aller voir qui ce que tu es. Les craintes, les doutes, les peurs, la paresse, l'ego, t'as gagné, tu te promènes avec ta médaille, la tête a grossi un peu. Fait que là, ça, je pense que c'est comme un crash course des facettes de la vie. Plus tu vis ça jeune, mais c'est à me faire dans le traditionnel. On fait des combats, on fait des examens, tu passes ta ceinture, tu as déjà vu des examens, mais les petits peuvent passer la ceinture, il y a 50, 60 personnes assises qui regardent puis qui sont en sécurité à l'eau. Fait que j'essaie de développer ce feeling-là.
Mais tu sais, j'ai quoi d'intéressant dans le sens que quand tu me dis que, bon, ils vivent ça jeune, puis après ça, il y a des répercussions après, parce que quand, j'imagine que t'as dû avoir la chance de le voir, le développement de quelqu'un qui, mettons, à 5-6 ans, fait un premier kata devant un groupe, puis après ça, il se retrouve la confiance en eux, puis d'autres choses, j'imagine que ça doit développer, que c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi j'ai choisi d'enseigner le karaté. Ma soeur m'a déjà traité d'apôtre il y a des années. C'est pas possible la valorisation qu'on peut avoir là, quand tu vois le cheminement, spécialement pour un enfant, mais ça va faire pour une. J'ai découvert avec les années, c'est la même chose pour les adultes. On reste toujours des grands enfants. Ouais. Mais quand tu prends un enfant, exemple, Jean-Sébastien, mon garçon, qui a commencé à 3 ans, puis tu le vois accomplir des grandes choses, puis qui est rendu à 24 ans. Philippe Soucy, qui est notre meilleur athlète présentement, qui mesure 6 pieds 4, qui compétitionne des moins 84. Mais quand tu vois qu'il est parti à 5 ans, puis aujourd'hui, c'est rendu un policier qui fonctionne très bien, puis qui va te dire, dans son cheminement, mais le karaté a changé sa vie, puis ça l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce message-là, je l'ai depuis 1985. C'est depuis tout le temps. Fait que, quand moi je dis, je veux développer des jeunes adultes accomplis, mais c'est ce cheminement-là. Fait que c'est pas possible. Mais la valorisation, de voir que tu as participé à ça, ça n'a pas de prix. Fait qu'il y en a qui vont me dire, mais t'aurais pu faire un autre job, j'ai un bac en administration, j'aurais pas pu travailler ailleurs. Mon gars vient de commencer au gouvernement, puis là, je vois la paye qu'il y a, la sécurité qu'il y a. Je me dis, waouh, j'aurais dû aller au gouvernement. Sauf que la passion que j'ai développée pour le karaté, mais surtout le regard sur les souvenirs que j'ai dans les derniers 45 ans, mais comme ça n'a pas de prix. Non, je peux imaginer. Puis quand tu as quelqu'un qui a commencé enfant, exemple, comme toi, qui apporte ses enfants au karaté après, tu te dis, waouh, c'est quoi le message qu'il me dit? C'est que j'aimerais ça qu'ils reçoivent le même enseignement que j'ai eu. Fait que ça n'a pas de prix. Puis il y en a plusieurs, là. Ah ben, il y en a, je suis rendu à 3 générations. 3 générations, ah ouais. Le père a commencé, son enfant a commencé, il m'amène son enfant. Fait que c'est super le fun. Ça veut dire que je vieillis, là, mais c'est pas grave. C'est super intéressant. Un petit détail, mais encore là, ça démontre en tout cas, dans mon cas, puis d'autres avec qui j'ai pratiqué, que j'ai l'impression, le vécu qu'on a eu, on veut le transmettre aux enfants parce qu'on a vu les bénéfices. Puis, j'ai déjà dit à un de nous, parce qu'à tous les 5 ans, je fête l'anniversaire du Karaté Kama. Comme en 2020, on fêtait le 35e anniversaire. Puis il y a souvent des jeunes qui, tu commences à 5 ans, puis tout d'un coup, à 19 ans, tu décides d'arrêter. Tu passes ta ceinture noire à 17 ans, puis tu arrêtes le karaté. Des fois, ils sont un petit peu gênés de me revoir. Gênés de me rencontrer puis de discuter un peu. Mais je me rappelle un party, je les ai toujours dit, le karaté va toujours être présent à l'intérieur de vous autres-mêmes. Les décisions que vous allez prendre un jour, j'espère qu'elles sont un petit peu influencées par les enseignements que tu as reçus. Moi, jamais. Je t'ai dit, je t'interromps à un moment donné. Faut juste dire bye tout le monde qui nous écoute via Illico. Merci d'avoir été avec nous autres. www.tvc.qc.ca pour le reste. Excuse-moi, continue ce que tu disais. Ouais. Je disais aux jeunes du party, c'est vous n'avez pas à être gênés parce que le karaté reste toujours en vous autres. Les enseignements que tu as reçus, physiques, pratiques, mais philosophiques, mais dans tes enseignements à toi, il va y avoir une petite influence. Fait qu'en vérité, le karaté, tu le pratiques tout le temps pareil après. Ouais, ça reste. Puis c'est drôle parce que aussi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que c'est un peu comme n'importe quel sport, c'est un peu comme apprendre à patiner, c'est un peu comme apprendre à aller en vélo. Parce que moi, j'ai arrêté longtemps, puis là, je recommence, puis je me rends compte que dans le fond, c'est un apprentissage même que physiquement reste. Parce que c'est ça, comme la mémoire musculaire reste, puis tout ça, puis je dois pas être le seul exemple, là, il doit en avoir d'autres, on dirait que tu reviens, puis c'est comme, OK, mais c'est ça, c'est comme aller en vélo. Oui, c'est ça. Juste pour dire que ça demeure psychologiquement, en tout cas, dans notre expérience de vie, mais aussi physiquement. Tu sais, dans le développement au karaté, on dit dans les arts martiaux, puis en vérité, ça s'applique dans tout. En japonais, ils disent Shin-Gi Tai. Tai, c'est le corps. Gi, c'est la technique. Shin, c'est l'esprit. Dans ton développement, quand tu es jeune, par exemple, tu vas répéter des choses, puis c'est le physique qui va assimiler. Après ça, c'est le mental, avec la connaissance, avec les stratégies tactiques, avec les connaissances que tu vas acquérir à l'école. Quand tu vas vieillir, la partie Shin va prendre beaucoup plus de place. Exemple, tu pratiques avec le groupe du matin, mais c'est pas comme le cours du soir ou c'est pas comme le cours des jeunes compétiteurs qui ont 20 ans. Ils vont écouter un petit peu plus leur voix intérieure. Il y a plus de feeling, il y a plus d'intuition. Ça devient un karaté pour la santé, pour faire une belle harmonie entre la tête, le corps et l'esprit. Fait que c'est pour ça que le karaté, quand tu as appris des choses, mais il reste avec toi tout le temps après. On a parlé de quand tu pratiquais le karaté, tu es parti de l'école, mais quand est-ce que tu as découvert le karaté? Ou les arts martiaux en général? Ben, c'est à travers Bruce Lee. OK. Puis on avait vu une publicité. Puis un samedi matin, mon père, il dit pas. C'était surtout pour me donner confiance. Parce que quand j'ai commencé, je n'avais pas vraiment confiance en moi.
Puis c'est une chose qui peut-être ça paraît pas, mais qu'il faut que je combatte encore tout le temps. Fait que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Il me semble toujours que je perds ma place. Il me semble toujours que je prends la place de quelqu'un d'autre. Mais le karaté, c'est ça. Quand on a vu les films de Bruce Lee, on a vu la publicité, puis là, j'ai été presque avec Santi Kingsbury. Mon père, des fois, me dit, avoir su, je t'aurais pas embarqué là-dedans. Il s'est rendu, t'es quasiment fanatique. C'est drôle. T'en parles souvent de ton père, tu le nommes comme exemple, tu as l'air d'avoir une relation particulière puis proche. Ben, j'ai eu la chance, en tout cas, je peux pas comparer avec les autres, mais j'ai resté avec mes parents jusqu'à 24-25 ans. J'ai resté en appartement au-dessus de l'appartement qui est au-dessus de leur maison. Puis j'ai déménagé après à 2 minutes de marche. Ma mère, j'allais lui donner un bec à tous les jours. Fait que j'ai été assez proche. Mon père, au décès de ma mère, là, j'ai devenu encore plus proche de mon père. C'était quelqu'un qui était renfermé. Mais là, aujourd'hui, on est rendu extrêmement proche. Puis cette année, j'ai fait une expérience. J'ai bâti un album sur le Facebook. J'ai appelé ça « À la découverte de l'histoire de mes parents ». Fait que là, j'ai pris mon père partout de tout, depuis qu'il se rappelle. On était visiter des endroits. La maison où sa mère est née en 1902. On a pris la photo, la maison, puis là, j'ai pris toutes des notes en dessous. Fait que là, ça l'a ouvert un peu. Tout le monde devrait faire ça avec les parents si on a une chance. Oui. Ça m'a permis de connaître son passé. Ouais. Mais le regard qu'il a, les yeux qu'il a quand on arrive à tel endroit, puis qu'il a bu sa première bière à cette place-là, il avait 16 ans. C'est pas possible l'échange qu'on a ensemble après. Ouais, je peux imaginer. Puis il a embarqué là-dedans. Tu sais, souvent, en tout cas, on a peut-être tendance à dire « Ah, le passé, c'est le passé », mais lui, il a embarqué là-dedans, puis il a l'air d'avoir apprécié l'expérience aussi. Il a plus qu'embarqué, mais demande encore quand est-ce qu'on va repartir. Ah oui? Non, mais ça lui a permis d'avoir des souvenirs, mais après ça, de s'ouvrir et de partager avec nous autres ses souvenirs. Je me suis fait un cadeau, puis je lui ai fait un cadeau aussi. Ah, c'est nice. Je vais revenir, parce qu'on a parlé un peu de compétition, tout ça, puis ça m'a échappé. Il y a les Olympiques en 2020 qui s'en viennent. Fait que j'imagine que c'est dans le mire d'avoir une représentation de... On va être honnête, ça va être assez difficile pour le Canada d'avoir quelqu'un qui va représenter le Canada. Actuellement, ce qu'ils ont choisi, c'est qu'ils ont jumelé des catégories ensemble. On m'a donné un exemple. La catégorie moins 60, moins 77 ensemble, moins 75, plus 84. OK. C'est ça, plus 84. Puis tout ce groupe-là, ils vont combattre. On va choisir 10 athlètes au total par catégorie. OK. Au niveau mondial. Ouais. Depuis 2 ans, il y a déjà des tournois que tu vas faire, des carrés qui appellent, tu ramasses des points. Puis cette année, il y en a beaucoup. L'année prochaine, encore plus. Puis au début 2020 aussi. Fait que d'avoir un Canada classé dans les 10 premiers, je pense que ça va être assez difficile, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer dans plusieurs années? Voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui parlent pour 2024. Okay. Par exemple, mon garçon Nicolas qui a 21 ans, mais là, il veut faire ce qu'il peut faire au maximum, mais 2024, il va être rendu à 24-25 ans, qui va être au meilleur de sa capacité. Fait que le Canada a des vues plus sur 2024. On voit de rester dans l'esprit de compétition, on voit de plus en plus de compétition, le karaté dans d'autres genres de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de points, mais qu'il y ait de contact. Entre autres, j'ai vu que tu avais publié ça, puis c'est là que j'ai découvert ça, Karaté Combat. Je sais pas comment on le prononce. Comment tu as trouvé ça, du karaté plein contact? Ben, un petit peu déçu qu'actuellement, les meilleurs athlètes de la FMK participent à ça. OK. Puis j'ai trouvé ça wild un peu, honnêtement. Okay. Fait que le karaté, il y a toujours une idée de contrôle de soi, mais contrôle aussi de ses techniques. Fait que je suis pas... J'aime regarder le UFC, moi, honnête avec toi, mais je suis pas trop full contact au visage, avec les dommages que ça peut créer. Okay. C'est pas quelque chose que je préconise le plus. Mais sans le préconiser, en même temps, moi personnellement, parce que moi, je n'irais pas sacrer des coups de poing plein contact comme ça, mais ce que je trouvais intéressant encore là, c'est de voir comment le karaté peut performer là, de cette façon-là dans un contexte plus réel, si on veut. Là, si tu as vu, je parle de Raphaël Agaïev, vient de l'Azerbaïdjan, c'est le meilleur au monde à l'FMK, 5 fois champion du monde. Ouais. Mais c'est un super athlète, là. Ouais. Ce gars-là aurait fait du UFC, il serait super bon. Tu as mentionné la UFC, puis je me souviens, à un moment donné, quand je suivais que Georges Saint-Pierre reviendrait, tu m'as dit, c'est une mauvaise idée, ça, il va se blesser. T'as écouté le combat quand il est revenu? Oui, j'ai écouté. Mais il n'a pas fait d'autres encore. Non, il n'a pas fait d'autres encore, c'est ça. Ouais. Mais... Moi, je pense que les champions doivent savoir quand arrêter. Ah, c'est une des plus belles choses qu'ils peuvent faire, je trouve. Ça. Ouais, de revenir, mais si tu peux arrêter quand tu es à ton top puis devenir un exemple, tu sais, Georges Saint-Pierre s'avait battu pour
un regroupement des athlètes pour en savoir être mieux payés, exemple. Passer des tests antidoping qui soient reconnus. Ouais. Je pense que son combat devrait être plus là-dedans que de revenir puis d'étirer un peu puis de faire des fois, on appelle ça le combat de trop. Tu sais, des fois, tu fais le combat de trop. Ouais. Par exemple, on voit Machida qui fait des combats, mais dernièrement, c'est plus de défaites que de victoires. Pourtant, c'était un des plus grands champions du UFC. Fait que comment on va se rappeler de lui? Est-ce qu'on va se rappeler de lui les derniers combats qu'il a perdus ou qu'il a déjà été un super champion? Ouais. En même temps, il y en a d'autres qui vont dire, ben, tu sais, c'est pas parce que tu perds vers la fin de ta carrière que ça détruit ta, la legacy. Là, mais... Non, je pense pas. Ouais. Puis comme fan, on dirait que tu veux jamais que ça arrête non plus, c'est particulier. Mais en même temps, il est arrivé dans le ring puis il a super bien performé. Là, non, il était numéro 1. Bisbing, on aurait dit qu'il le respectait trop. Là, je sais pas trop, c'était spécial. Mais, Non, mais le champion, c'est correct qu'il tire, mais c'est comme moi, j'aime voir un champion qui se retire, qui est capable avec, de rester au top et prendre la décision. Tu sais, ce qui est arrivé à John Jones ou ce qui est arrivé à Anderson Silva, c'est pas des belles choses. Non, c'est ça. Je suis curieux de savoir, parce que moi, j'ai comme une image que dans la famille Bisson, quand tu as eu tes enfants, puis que là, il était question des initiés au karaté. Comment c'est arrivé? Moi, j'imaginais quasiment en couche, puis t'es en train de rattacher une ceinture, là, ou mettre un gui. Moi, t'en être avec toi, quand il était dans Pouponnière, j'ai assez déplacé en position de combat. Mais ce qu'on s'est dit, mon épouse Lynn, qui est mon partenaire là-dedans depuis toujours, que ce soit dans le dojo, élever les enfants, c'est elle qui est le leader à la maison. C'est elle qui est le boss à la maison. Ce qu'on a voulu avec le karaté, c'est de leur enseigner la philosophie propre au karaté. Pas la compétition. Excusez. Pas l'enseignement. On voulait pas que ça soit obligatoire. On aurait aimé ça qu'ils deviennent tous des ceintures noires. Marc-Olivier a arrêté en ceinture brune parce que je pense que la compétition avait pris trop d'importance dans notre famille dans ce temps-là. Mais c'était surtout la philosophie propre aux arts martiaux qu'on voulait lui transmettre. Le restant, c'est eux autres qui décident. Mais quand tu arrives, que tes propres enfants, je sais pas, est-ce que tu es coaché quand ils allaient en compétition? Ça, c'est une affaire que j'ai essayé de bien faire. Je les ai coachés plus jeunes, quand ils n'étaient pas sur l'équipe du Québec. Là, j'ai vu que j'étais très passionné, mettons, quand je coachais. Fait que quand ils ont appelé sur l'équipe du Québec, pas longtemps après, j'ai arrêté de coacher l'équipe du Québec. Fait que là, je suis le père qui est en arrière des estrades, qui peut coacher un peu, mais qui est le papa en premier. Fait que j'avais vu plein d'expériences d'autres instructeurs parce que la relation était pas trop bonne entre l'enfant et le parent. Parce qu'il y en a que ça fonctionne. On en voit, mais je pense à Stephen Thompson, entre autres, qui est dans UFC, il était karatéka. Ben, il est encore karatéka, kickboxing, puis il est avec son père. On a plein. C'est particulier. Tu sais, Nicolas, je l'ai coaché sur l'équipe canadienne à son premier championnat panaméricain. C'était moi qui étais à sa chaise, puis il a fini 2e au Paname. Fait que je suis convaincu que ça aurait pu être très bénéfique. Souvent, c'est qu'il y a des choses Thompson, peut-être qu'on voit pas tout ce qui s'est passé quand il était plus jeune. Tu sais, moi, j'ai vu des relations être détruites. Détruite à cause de la relation parce que le parent, souvent, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la compétition. Fait que je me mire un peu dans mes enfants. Fait que je me vois là-dedans. Fait que je voulais pas être pire. Je voulais aussi... Tu sais, c'est très difficile pour un enfant d'être le fils de quelqu'un. D'être l'enfant de... Ben moi, je voulais devenir le père de... Tu sais, c'est Jean-Sébastien qui est sur l'équipe du Québec. C'est Nicolas qui est rendu... Puis Nicolas et Jean-Sébastien, c'est des meilleurs athlètes que j'ai été. Fait qu'aujourd'hui... Mais je les regarde, je les admire, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Puis dans le traditionnel, c'est un petit peu ça le côté difficile. Je suis le fils du sensei, Jean-Rémy Bisson, qui est 7e dan. Mais à la place, je veux qu'il soit Jean-Sébastien Bisson qui fait du karaté, de la compétition. Sa propre personne. C'est dur de supporter ça pour un enfant, je pense. Ouais, je peux imaginer. Comment là, tu es avec... En tout cas, je t'imagine avec Lynn des estrades, stressé. On est comme ça. Shaké comme une feuille. Oui, puis moi, je parle beaucoup, puis je crie, puis je dis des affaires, j'essaie de les coacher. Mais tu sais, je suis chanceux parce que les coachs d'équipe canadienne m'ont demandé qu'est-ce que tu lui dirais, ça serait quoi les mots, quelle stratégie tu voudrais qu'il utilise. Fait que ça, je suis chanceux pour ça. Le karaté aussi, ce qui est particulier, je trouve, puis qui est beau, c'est définitivement, on a effleuré le sujet, mais ça s'adresse vraiment à des personnes de tous âges. Donc, ton plus vieux karatéka... Il y a 80, voire 81 en décembre. Puis il a commencé à quel âge? Il a commencé à 59. Wow. Oui. Puis les plus jeunes commencent à 5 ans. Il y a des parents qui nous demandent à 4 ans, nous disant qu'il est très mature pour son âge. Bon, on essaie de les garder pareil vers 5 ans. Puis il y a combien de membres chez Karaté Kama? Comme c'est là, on est dépassé un petit peu le 250. Fait qu'à chaque année, on essaie d'avoir à peu près 300 membres. Puis ce qu'on a fait de beau, puis Lynn m'a beaucoup aidé là-dedans, elle a un bac en éducation, c'est qu'on a développé des programmes pour chaque groupe d'âge avec les besoins spécifiques de chaque groupe d'âge.
Fait que le karaté pour les 5 ans, 6 ans, mais c'est pas le karaté que toi tu fais le soir. C'est très différent. Toute la partie application autodéfense, avant l'âge de 14-15 ans, on n'en parle pas beaucoup. Ils vont faire la technique, ils vont faire les katas. Il y a beaucoup de jeux d'opposition, jeux de conditionnement physique, puis beaucoup de comités libres. Beaucoup de combats où ils vont apprendre à faire face à leur personnalité un peu. Ils sont pas obligés de faire la compétition, mais ils sont obligés de faire le combat. Ils sont obligés de faire les katas, ils sont obligés de faire la technique. Dans la technique et le combat, on travaille sur le développement de bien faire les choses, les détails, la rigueur. Quand on travaille le comité, c'est de faire face à tes peurs, à tes craintes, à tes doutes, à ta confiance, comment ça fonctionne. Le karaté pour adultes, comme on en parlait, quand le groupe des plus vieux, tout est axé pour la santé. Fait que le karaté Chitoryu est très complet. Il offre la possibilité de faire ça. Moi, comme parent, je trouve ça important d'encourager un peu un enfant à aller faire face justement à ses peurs, ses craintes et tout ça, puis de se retrouver dans une situation compétitive, dans un contexte sain. Puis, moi, c'est ça, je me demande, est-ce que tu encouragerais les parents de dire, je veux pas dire aux parents quoi faire, là, mais tu sais, parce que je pense qu'on partage un peu la même philosophie, où est-ce que c'est bon de dire, regarde, vas-y, de mettre un défi sain, puis de faire face à une compétition. On sent que ça pas, dans le sens que la compétition, ça n'a pas besoin d'être malsain. Hein. Moi, je pense que la compétition, c'est le contraire. C'est extrêmement bénéfique. Moi, je dis toujours que la vie, à la naissance, c'est un combat. Tu appliques un jour pour une job, mais tu as une entrevue à passer, vous êtes 10, ils en prennent 2. C'est une compétition, tu n'as pas le choix. Est-ce que la compétition est bien? Est-ce que la compétition, c'est un système d'éducation pour l'enfant? Là, ça dépend. Exemple, moi, je suis pas pour la victoire à n'importe quel prix. Je pense que le respect des adversaires, le respect des arbitres, le respect de tes partenaires d'entraînement est plus important que la victoire que tu vas avoir. Le danger, c'est que la compétition devienne « il faut que je gagne à tout prix ». On entend parler des Olympiques, mais à chaque fois, on entend parler qu'il y en a qui vont le doping pour ils vont faire toutes sortes d'affaires. Il y a tous les scandales qu'on va voir. Mais si la compétition est bien prise, je pense que c'est extrêmement bénéfique. Fait que nous, ça fait partie de notre système d'éducation qu'on tente de dire pour les enfants. Est-ce que je peux mettre ça obligatoire? Les écoles, c'est obligatoire. Il faut que tu fasses tant de tournois pour passer ta ceinture. C'est vrai, oui. Moi, j'aime un petit peu moins ça parce que là, je pense qu'il faut amener l'enfant à prendre la décision de vouloir participer. Je pense qu'en tant qu'adulte, dans un système d'éducation, on peut les amener un peu à participer, à faire face à l'adversité, aux difficultés, de voir qu'il ne faut pas baisser les bras, de voir que perdre, ça fait partie de la vie. Gagner, ça fait partie de la vie. Perdre, mais ça te donne des endroits où ce que tu peux apprendre. T'sais, ils vont dire, on perd jamais, on apprend tout le temps. Mais la victoire, c'est aussi des endroits pour apprendre des belles choses. Les amis que tu vas te faire en compétition, mais moi, j'ai des chums que je me suis fait, que je suis encore amis aujourd'hui, qu'on a compétitionné ensemble un contre l'autre, en 92 au championnat canadien. Mais c'est rendu parmi mes meilleurs amis dans le monde du karaté. Mais il faut toujours faire attention que la compétition doit être bénéfique. Elle doit faire partie d'un système de développement. Il faut que les parents comprennent c'est quoi le rôle du parent. T'es pas un entraîneur, c'est pas toi qui prends la place d'eux. Il faut comprendre l'entraîneur, c'est toi, qu'est-ce qu'il doit faire. Exemple, un entraîneur, mais tu deviens pas le psychologue. Tu peux faire un peu de psychologie, mais il faut que tu comprennes le rôle de tout le monde. Puis on travaille toujours pour le succès de l'enfant. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu peur que l'enfant soit triste, qu'il ait de la peine, qu'il pleure, qu'il fasse face au stress. Il y a un peu d'anxiété. Peut-être qu'on les surprotège trop, mais ça va arriver dans la vie pareil. C'est ça. Tu sais, être anxieux à un examen à l'école, c'est bien normal. C'est correct. Est-ce qu'on lui donne des outils pour faire face? D'arriver en compétition, puis quand tu as perdu, qu'il soit frustré, puis qu'il groche leur gain. C'est correct, c'est normal. C'est normal d'être frustré. On ne contrôle pas nos réactions émotives, mais là, on va les apprendre à contrôler le comportement après. Fait que être frustré, c'est normal. Mais tu peux pas gâcher tes gains. Mais si tu le vis jamais, ça, tu peux pas les enseigner ça. Non, c'est ça. Fait que peut-être que des fois, on a un petit peu peur, on se surprotège. Fait qu'il faut pas avoir peur de... Tu sais, moi, il y en a qui... C'est peut-être niaiseux ce que je vais dire, là, mais quand mes enfants, on allait à la piscine à Masson durant l'été, puis ils voulaient aller à l'eau, ils hésitaient, mais j'ai groché à l'eau. Je sautais à l'eau, j'ai sorti. Ils voulaient aller sur le tremplin. Les 3, j'ai fait ça. Puis je suis sûr qu'il y a des parents qui vont juger. Mais ils avançaient, puis ça marchait pas. Ils avançaient, ça marchait pas. J'ai poussé à l'eau, puis je sautais à l'eau, j'ai sortais de manière sécuritaire. Puis après ça, ils faisaient toute une culbute et demie sur le tremplin. Là. Il y avait beaucoup de plaisir. Fait comment qu'on peut les amener à faire face? Mais c'est de sortir de leur zone de confort. Mais j'ai aimé le mot que tu as dit tantôt, dans un contexte sécuritaire. C'est ça. Quand c'est un contexte sécuritaire, bien, on le sait qu'il n'y aura pas de gros dommages après. Fait que la compétition, quand c'est bien fait, c'est extrêmement bénéfique. Le danger, c'est quand c'est de la compétition à outrance, où ce que le résultat devient plus important que le cheminement, devient plus important que ta préparation.
Là, ça veut dire que tu es prêt à faire n'importe quoi dans ta préparation. Là, je pense que c'est pas bon. Même c'est très néfaste. Il y en a qui vont finir la compétition puis qui vont faire une dépression post-compétition après. Okay. Puis ils ont de la difficulté après. Tu vas rencontrer des boxeurs après, ils ont pris 50 livres. Ouais. Il y a quelque chose qui... Tu sais, quand tu es habitué d'aller au Forum de Montréal, puis c'est toi qui est la finale de la carte, puis il y a 25 000 personnes qui t'applaudissent, tu vis ça comment après? Ouais, le retour à la vie normale. Le retour est de redevenir monsieur, madame, tout le monde. Ouais. C'est pour ça qu'à notre club, j'essaie que nos athlètes enseignent à monsieur, madame, tout le monde, transmettent à monsieur, madame, tout le monde. Ça veut dire que l'athlète qui prend sa retraite après, puis qui vient pratiquer, mais là, il se sent accueilli pour qui ce qui est, pas pour l'ex-champion. Fait que là, lui, ça l'aide à comprendre que, mais après, tu t'enlèves tes gants, mais tu vas être dans le monde de monsieur, madame, tout le monde. Puis on va être honnête, la plupart des compétiteurs qui ont connu du succès, ils vont connaître du succès après. OK. Tu sais, ils vont réussir. Je vais te donner un exemple. Mon garçon Jean-Sébastien, il a une entrevue à passer au gouvernement fédéral. La journée avant, il a fait le chemin pour se rendre au bureau. Il a rentré où était la place, où est-ce qu'il peut stationner. Quand il est arrivé le lendemain, il n'était pas stressé. Non, c'est ça. Il était bien préparé. Il était bien préparé. Ce qui, dans le fond, est comme un reflet de... Ben ça, tu vois, on appelle ça, le mot japonais, c'est Tanren Kibizuku Tatakai Yasushi. En anglais, on va dire train hard, fight easy. OK. Ça, c'est une maxime, un autre qu'on a au dojo. Puis là, je transporte ça aux enfants. Prépare-toi comme il faut, ton examen va être plus facile. Ça fait que là, la compétition devient, je l'affronte avec, j'ai des outils. La confiance, c'est se donner des moyens. C'est de risquer. C'est d'apprendre de ses erreurs. Fait que là, si on les met pas on les donne pas les outils, ça fonctionne pas. Si on lui sort pas la zone de confort, dans la réalité, c'est difficile. Puis s'ils vivent pas d'échecs, mais comment ils vont faire d'apprendre de leurs échecs? On s'est rendu à notre âge que tout le monde va avoir des échecs. Comment tu fais d'apprendre de tes échecs? Mais c'est que de temps en temps, tu sors de la zone de confort, puis tu lui fais vivre un petit peu de difficulté, puis c'est correct. C'est vrai ce que tu disais tantôt, c'est difficile comme parents, on a envie comme que nos enfants soient bien, que nos enfants vivent du succès, on veut toujours que ce soit le meilleur ou en quelque part en arrière de nos pensées, mais c'est ça, il faut savoir prendre nous aussi comme parents le risque de dire il peut se faire mal, il peut vivre une défaite, puis c'est correct aussi. Là. Ben tu sais, c'est tout le monde on veut surprotéger notre enfant, on veut tout qu'il ait le mieux, mais il faut accepter, tu sais, ça faut que je fasse attention quand je dis ça, mais nos enfants, ils deviendront pas ce qu'on veut qu'ils deviennent. Ils vont devenir ce qu'ils ont à devenir. T'sais, on va participer à ce qu'ils vont devenir. Mon garçon Nicolas m'a déjà écrit un super beau mot à moi, Pinine. Puis à l'intérieur du mot, il a dit « Je vous remercie de m'aider à devenir la meilleure version de moi-même. » Mais quand t'es parent, ton garçon t'écrit une affaire de même, là, tu dis « Wow! » Mais ça fait partie de l'éducation qu'on veut lui donner. Tu sais, qu'il soit champion ou qu'il soit pas champion, on aime tous nos enfants pareils. Qu'il remporte des victoires ou qu'il y ait des défaites. Moi, j'ai vu des moments de victoire où c'était le fun. Ça n'a pas duré longtemps, ils ont parti. J'ai vécu des moments où il y a eu des défaites, que j'ai eu c'est parmi les plus beaux moments que j'ai eu avec mon enfant. Tu sais, que ce soit mon garçon Marc-Olivier, qu'on est ensemble, puis qu'il faut qu'il se prépare pour devenir le plus jeune commissaire à la commission scolaire. J'ai vécu un moment, j'ai dit, Marc-Olivier, tu me vas vivre des affaires que j'aurais aimé vivre. Puis on a travaillé fort, puis il était pas sûr. Il va y avoir des réunions, il revient, le pâté à l'affaire. C'était à huis clos, fait qu'il me compte pas ses affaires, mais juste le moment qu'il vit, mais là, ça n'a pas passé ce que je voulais, on discute ensemble, mais c'est parmi les plus beaux moments. C'est là que tu redécouvres vraiment c'est qui la personne qui est en avant de toi. C'est souvent à travers des difficultés, l'adversité, tu vas voir qui se côté, mais c'est aussi vrai pour l'autre. Ça fait qu'avec tes enfants, si tu vis ce moment-là, tu sais que ta fille, elle arrive un soir, puis ça n'a pas bien été à l'école, telle affaire, puis qu'elle est capable de s'ouvrir, puis elle s'exprime à travers là. C'est des beaux moments. C'est que là, tu grandis dans la relation. Tu sais, les difficultés que tu vis dans la relation avec quelqu'un construisent la relation. Mais c'est la même affaire quand tu fais du karaté ou de la compétition face à toi-même. C'est que la compétition, tout ça pour revenir pour dire que la compétition, je pense que ça peut être très bénéfique. Si ça tombe pas dans le côté victoire à n'importe quel prix. Mais il y a beaucoup de philosophie, puis on a effleuré ici et là, depuis qu'on a commencé à jaser. Mais puis une philosophie qui m'a marqué, puis je n'étais pas capable de saisir comme étant jeune, parce que souvent tu comprends des choses quand tu vieillis, évidemment. C'est comment c'est d'être dans le moment présent. Bon, c'est plus à la mode d'aujourd'hui, on en parle du moment présent. Mais ce que le monde ne savait peut-être pas des arts martiaux, c'est que c'est un peu comme une méditation active, dans le sens que tu disais, bon, si tu fais un coup de poing,
puis t'es en train de puis là, tu le manques. Mais là, si tu te mets à penser au coup de poing que tu as manqué, ben là, tu vis dans le passé. Puis là, après ça, si tu te mets à penser, ben le prochain que je vais faire, il est mieux d'être correct, ben là, t'es pas en train de te concentrer sur celui du présent. Ça fonctionne pas. Mais c'est spécial parce qu'aujourd'hui, c'est comme la mode, on dirait de dire, ben il faut être dans le moment présent, tu sais. Mais oui, c'est quelque chose qui... Parce que là, le monde, on est plus en contact avec le côté émotif. Ouais. Tu sais, on a toujours entendu parler du corps, puis on a toujours parlé de la connaissance. Tu sais, la connaissance, c'est la vraie puissance, là, si tu connais. Mais quand tu parles des émotions, c'est un côté qui est un peu tabou, on n'en parle pas trop, faut pas trop en parler. Tu sais, mon père, il va me dire, son père lui a jamais dit qu'il l'aimait. Okay. Moi, je me rappelle à l'adolescence, j'ai eu une dispute avec mon père, jeune adulte. J'ai rencontré, j'ai dit, moi, je veux plus me chicaner avec toi, j'ai donné un bec dans le front, mais depuis ce temps-là, quand je le rencontre, ben, j'y donne mon bec. Okay. Tu sais, on a développé des émotions. Fait que je pense que c'est ça un petit peu. Vivre le moment présent sans but ni profit. Dans les arts martiaux. Puis après ça, on a la non-pensée. Parce que si tu es attaché à des émotions, si tu es attaché à d'autres choses, mais tu peux pas vivre le moment présent. Tu peux travailler toute ta vie en disant « j'ai hâte de prendre ma retraite à 65 », mais tu vis pas le moment présent. Tu vis pas la fin de semaine que tu es avec tes enfants. Tu vis pas le moment que tu es allé au cinéma avec un de tes gars. Exemple. Tu es en championnat de karaté, mais tu es déjà en train de penser ce qui se passe au club, mais tu vis pas le moment qui peut te donner des belles choses. Je pense que c'est ça qui est important. Fait que la mode d'aujourd'hui, c'est de dire on se stresse pour les choses du passé, on se stresse pour les choses du futur. Les erreurs qui s'est passées avant ou les mauvais moments, mais ça nous dérange le moment présent. Puis trop penser, c'est là que tu crées de l'anxiété. Si tu penses à ce qui va se passer dans 3 semaines, faut que j'organise telle activité, puis tu penses rien qu'à ça. Mais ça, c'est la préparation à l'événement qui n'est pas correcte. Fait que je pense que oui, au karaté, puis le combat, ben, t'as pas un choix. S'il y a une fraction de seconde que tu passes à côté, c'est le knock-out, là. Ouais. C'est fait. Fait que le karaté enseigne ça. Je suis content que tu as parlé de méditation active, parce que si tu vis le moment, pour les adultes, c'est à peu près à l'écho du soir, c'est à peu près ce que le karaté peut vous apporter de plus. C'est de se libérer de la journée que tu viens de passer. Ouais, tout le temps, quand tu rentres au dojo, laisse ta journée de côté à l'extérieur. Puis vis le moment. Puis exemple, des fois, je fais un petit cours par enfant, puis je dis toujours aux parents, oubliez là, que votre ego vous dit « je suis pas en forme, je suis pas capable de le faire, je vais avoir de l'air fou, je manque de souplesse, je manque de coordination ». Vis le moment avec ton enfant. Ah oui. Puis c'est de ça que tu vas parler après. Ton enfant, il se rappellera pas que tu avais de la misère à faire la split, qu'il était tout courage dans le blocage. Mais il va se rappeler que pendant 1 heure, on était ensemble les deux. Ouais. On était connectés ensemble. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus important. Puis la nature nous aide à ça. Quand tu vas te promener dans la nature, ça te permet de vivre le moment. Oui, ben, parce que là, c'est tangible. En nature, tout est tangible. Les sons, la sensation de l'air, le toucher. Non, la senteur, les animaux que tu vas voir, les arbres. Non, c'est assez spécial. Une autre chose que tu dis souvent dans les cours, puis je peux pas m'empêcher d'en parler, c'est que ça nous ferait les parents en arrière quand tu dis « Moi, je me lève le matin, je souris, je me regarde dans le miroir, je suis pas pire pantoute, tout ça, mais c'est un peu drôle comme ça, puis ça a l'air égocentrique. Là, mais non, mais moi le dire le mieux, la façon que tu dis. Le plus beau, le plus fin, le plus intelligent, c'est moi. C'est ça que je dis aux enfants tout le temps. Mais c'est un peu une joke que je veux faire, c'est un peu une blague. Mais si le regard que tu as sur toi-même n'est pas positif, comment tu peux transmettre ça aux autres d'être positif? Moi, chez nous, les parents, mais mon père, si le matin, je m'avais couché trop tard la veille, ben, il m'agaçait un peu. Ma mère, quand on se levait, si on n'était pas de bonne humeur, elle disait « c'est pas de bonne humeur, tourne te coucher ». Mais tout le monde a toujours se lever à 7 heures le matin. Fait que ça, c'est un peu la famille qui m'a inculqué ça, mes parents. J'ai beaucoup d'admiration pour mes parents. Fait que j'ai eu des idoles comme Bruce Lee, mais j'ai compris en vieillissant que mes vraies idoles, c'était mes parents. J'ai aimé mon instructeur de karaté, Sensei Kingsbury. J'aime Sensei Higashi. Je suis extrêmement proche de lui. Mais mes meilleurs instructeurs, ça a été mes parents. Je suis chanceux, mais j'étais proche d'eux autres. Mais je reviens toujours à ça. Si tu n'as pas un regard positif sur toi-même, si tu n'es pas capable de te regarder d'une manière positive, comment tu peux transmettre ça? Puis comment tu peux enjoyer la vie après? Fait que ce que j'essaie de dire aux enfants, les tout petits, le matin, je le fais lever à la main, puis ils se tapent dans le dos, bravo, je suis fier de moi. Fait que j'ai donné le maximum dans mon cours. Fait que si on apprécie l'effort, si on s'apprécie pour qui ce qu'on est vraiment, bien, je pense qu'on peut en faire des jeunes adultes accomplis. Ça, c'est une partie qu'on parle pas beaucoup aux enfants. C'est assez rare qu'on va parler de comment, dealer avec leurs émotions. Comment je vais faire pour vivre avec comment je me ressens. Puis là, les enfants, mais souvent, ils vont se renfermer. Puis là, il arrive toutes sortes d'affaires à l'adolescence. Mais plus ils sont jeunes, plus tu les fais comprendre que t'es beau à l'extérieur, t'es beau à l'intérieur, t'es une belle personne, il faut que tu y crois, tu travailles fort pour devenir le meilleur que tu peux, puis je te valorise quand tu travailles fort.
Mais il y a de fortes chances qu'ils vont arriver à l'adolescence, jeunes adultes, qui vont se sentir un peu mieux. Que les émotions que tu vas vivre, mais il faut que tu les vives. Il ne faut pas les cacher. Il faut être capable de le partager. Fait que c'est un petit peu ça. Une chose que tu vas dire souvent, c'est que c'est facile de critiquer les jeunes. On a tendance à faire ça souvent, les jeunes sont ci, sont ça. Mais tu as toujours une vision positive des jeunes. Fait que comment tu dirais vont les jeunes, toi, aujourd'hui, en 2018? Ils vont extrêmement bien. T'sais, moi, ça me déçoit tout le temps quand j'entends des adultes dire « Nous autres, dans le temps, c'était comme ça. » Puis si tu regardes la nostalgie des personnes en vieillissant, mais c'est toujours mieux ce qu'ils faisaient avant. Je parlais de ça à mon père, il dit « Ouais, non, les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus gens que nous autres. Ils comprennent tout plus vite que nous autres. » Puis mon père, il est né en 1926. Il y a de l'ouverture d'esprit pour dire... Puis c'est quelqu'un qui a toujours dit... Puis ma mère, elle m'a fait, faut que tu crois en les gens. C'est comme, il me disait, c'est comme une plante. Si tu nourris ta plante comme il faut, peu importe les années, les époques, elle va pousser la plante, là. Fait que c'est un petit peu ça qu'il nous disait. Moi, je pense que... Puis j'ai déjà fait ça. J'ai demandé à des adultes, écris-moi 10 choses que tu as faites, que tu ne voudrais pas que tes enfants fassent. Ils veulent pas l'écrire. Et puis ça, je l'ai demandé là, je l'ai demandé il y a 20 ans, je l'ai demandé il y a 30 ans. Puis il n'y a pas personne qui veut l'écrire. Fait que je pense, moi, que c'est la responsabilité des adultes de croire en la jeunesse. Probablement, c'est les leaders de demain. Il faut croire en la jeunesse. Il faut les inspirer, il faut les encadrer, il faut leur donner les endroits pour s'épanouir. Fait que quand on juge les enfants d'aujourd'hui, tu sais, comment tu peux juger un enfant dans une pouponnière pour dire que c'est pire les enfants d'aujourd'hui qu'avant? C'est impossible. Je lui dis tout le temps, tout le monde a un talent, tout le monde a un potentiel, il faut juste encadrer. Il faut trouver le talent d'exploiter le talent. Ça, c'est le monde adulte. Puis en plus, je dis toujours aux adultes, les enfants d'aujourd'hui sont le reflet de l'éducation qu'on leur a donnée. Fait que si l'adulte dit que les enfants vont pas bien, il faut qu'ils se regardent. Parce que c'est pas de la faute de l'enfant. Comme là, on entend tout parler, les enfants, ils jouent au Nintendo, ils jouent à ci, ils jouent à ça. L'enfant, il a rien choisi, là, lui, là. C'est nous autres qui avons mis ça dans les mains en enfant. C'est la société qui lui a mis ça. Fait que les enfants sont toujours le reflet d'une société. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés quand nos enfants n'ont pas de succès. C'est difficile. Puis les adultes plus vieux, on s'en occupe pas comme il faut. Moi, je pense qu'on voit une société, ça va bien par la qualité des services qu'on offre à nos enfants, puis la qualité qu'on donne aux personnes qui ont construit la société qu'on a aujourd'hui. Fait que quand tu entends parler que les personnes âgées, ça va pas trop bien, sont pas bien, on s'occupe pas bien d'eux autres, là, il faut se poser des questions. Parce que c'est eux autres qui nous permettent d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. La responsabilité qu'on a, c'est de préparer ceux et celles qui vont prendre les décisions de demain. Puis une des plus belles affaires, c'est de les inspirer. C'est dur d'inspirer les gens d'aujourd'hui parce qu'ils vivent dans leur petit monde, c'est rendu extrêmement individualiste. Avant, c'était un petit peu différent. Mais il faut trouver la manière de les inspirer pareil. Il faut trouver la manière de leur dire « t'es capable de réussir ». Mais il faut être capable de leur dire aussi « ça va être dur, ça va être difficile, tu vas manquer ton coup, tu ne réussiras pas tout de suite ». Tu sais, j'ai un étudiant, Louis-Philippe Lécuyer, il a commencé enfant avec moi, qui donne des cours avec moi encore, qui s'occupe de nos athlètes, qui est rendu physio. Mais il est rentré à l'université la première année, il n'a pas passé son test d'anglais, mais il n'a pas dit « je continue pas ». Il a été prendre un autre cours à l'Université d'Ottawa, il a réussi les cours, il est rentré en physio, puis aujourd'hui, il est physio. T'sais, mais il n'a pas baissé les bras. Je pense que c'est ça qu'il faut donner à nos enfants. Ouais. Que les objectifs que tu as, les buts que tu as, tu es capable d'y rendre. Mais c'est impossible de dire qu'aujourd'hui, les enfants sont moins bons qu'avant. Moi, je pense qu'il faut croire dans les enfants. Il faut juste mettre en place une structure qui leur permet de s'épanouir. Puis ça, c'est la responsabilité des adultes. C'est pas des enfants. D'accord. Fait que si les adultes disent ça va pas bien, mais qu'ils se regardent dans le miroir. Ah, j'aime ça comme façon de penser. Puis c'est très vrai. Puis des fois, c'est difficile aussi comme adulte de s'admettre, mais OK, mais là, je suis obligé de mettre un cadre, je suis obligé de faire. Et c'est ça, faut le faire. C'est difficile parce que c'est quoi l'éducation que tu as reçue? Fait que demander à un adulte de donner des choses qu'il n'a pas reçues, c'est extrêmement difficile. Après ça, l'impact de la société joue beaucoup sur les messages que tu vas dire. C'est dur de dire à ton enfant, je veux pas qu'à l'adolescence, tu ailles à tel endroit, parce que pour moi, je trouve qu'à 14 ans, c'est pas la place que tu dois aller. Mais il faut trouver la façon, puis il faut avoir la force et le courage de ses convictions, puis d'expliquer un petit peu c'est quoi notre philosophie, puis de le faire. T'es rendu un petit peu à cet âge-là, je suis convaincu. Ils sont adolescents. Exemple, moi, mes garçons, là, ils ont le plus jeune de 21 ans. Les 3, ça va bien. Mais encore aujourd'hui, on va leur dire, telle affaire, fais attention, mais aujourd'hui, on parle entre adultes. Ouais. Marc-Olivier, il étudie en droit, puis il arrive des événements, puis c'est moi qui demande conseil maintenant. Marc-Olivier, telle affaire, telle affaire. Jean-Sébastien, mon plus vieux, c'est un gars qui est songé, qui est calme. Je lui pose des questions. Qu'est-ce que je pense que ça serait telle affaire, telle chose, tu devrais pas rester. Fait que là, ça commence à être inversé un petit peu. Nicolas, c'est un petit gars qui
il y a les émotions à fleur de peau. Mais quand ça arrive, un feeling de telle chose, et telle affaire, il faudra faire attention. Jean-Sébastien, à un de ses premiers championnats, quand il est sorti du ring pour l'équipe du Québec, en embarquant dans le char, dans l'auto, j'ai voulu commencer à lui dire « Jess, t'arrêtes de faire telle affaire, telle affaire. » Il dit « Regarde, Pat, on est mieux d'arrêter d'en parler, on va chicaner. » Un petit gars, il y a 14 ans, c'est lui qui me fait moral. Fait que quand tu donnes la chance aux enfants, je pense que beaucoup, puis souvent, ils vont comprendre. Nicolas, dernièrement, est arrivé des enfants, moi, disant telle chose, Nick. Il s'est reculé, puis il a dit « Je pense que vous voulez juste me donner un coup de main. Ce que vous me dites, c'est pour mon bien. Je comprends pourquoi. » Mais avant, on s'aurait restiné pas mal. Mais là, c'est rendu un jeune homme, ça, il a 21 ans. T'sais, il est capable de prendre. Il faut qu'il prenne ses propres décisions. Ben, on peut pas prendre des décisions pour lui. Fait que je pense qu'il faut croire à ça. Dans ce sens-là, je donne toujours l'exemple quand je parle avec la mère de mes enfants, puis c'est comme nous autres, on a bâti une fondation, puis c'est à eux autres de monter la maison rendue là. Puis il faut que tu saches les laisser devenir. Il faut que tu lui donnes les outils. Santigachi m'expliquait de 0 à 25 ans, on te donne le coffre à outils. De 25 à 50 ans, tu construis ton patrimoine. De 50 à 75, tu profites de ton patrimoine. À 75 et plus, tu te prépares à un nouveau départ, à une nouvelle vie. Fait que j'avais super aimé ça, l'Amérique m'avait expliqué ça. Mais de 0 à 25 ans, c'est là qu'on les a. Fait que nous, il faut lui donner, construire le coffre à outils. Le coffre à outils pour réussir à l'école, pour réussir au travail. Le coffre à outils physique, mental. Puis moi, j'aime dire émotif parce que c'est peut-être celui-là qu'on oublie plus. Que le vivre les émotions, le comprendre les émotions, tes réactions émotives, comprendre ta personnalité, qui va t'aider à comprendre qui ce que t'es. Mais de 0 à 25 ans, on n'en parle pas beaucoup. Puis là, on arrive à 35, 40, 45 ans, on vit toutes sortes d'expériences. Si j'avais su avant, là, c'est lourd. Fait que je pense que notre job est de 0 à 25 ans. Tu sais, après 25 ans, on souhaite quasiment que c'est parti de la maison. Non, on fait des farces. Petit message, Nicolas. Mais tu sais, de 0 à 25 ans, il faut lui donner tous les outils pour qu'ils puissent exploiter leur talent. Puis après ça, ils vont prendre leurs propres décisions, mais ils vont vivre leurs propres affaires. Dernière chose, je veux finir là-dessus. J'ai quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, c'est à quel point Karaté Kama, on est habitué à l'associer à Germain Bisson puis Lynn, évidemment, mais c'est une beaucoup plus grosse famille, c'est une beaucoup plus grosse équipe qui tient à aller toute l'école. Tu sais, Karaté Kama, puis j'ai fait exprès parce que si tu connais un peu l'histoire des clubs de karaté dans la région, puis je veux pas parler contre eux autres, mais tu sais, c'est Kingsbury Karaté, c'est Baudouin Karaté, Larouche Karaté, Cléroux Karaté, Villeneuve Karaté. Ils mettaient tout le nom à ça. Moi, quand j'ai pris l'école, je me suis dit, on mettra pas ça au nom de Germain Bisson. Je voulais pas que ça soit Bisson Karaté. Puis là, j'ai trouvé le mot Club associé Masson-Angers. Aujourd'hui, on est à Buckingham, on a 2 étapes à Pinot-Ville, on a du monde d'Elmer qui descend, un peu partout dans la région. Là, je me suis dit, il faut que ça soit... C'est une famille qui travaille ensemble pour la réussite de Karaté Kama. Samedi soir, on va fêter... dimanche soir, excuse. On va avoir un petit souper pour Roch Laflamme et Jean Quevillon, qui ont commencé le karaté il y a 35 ans. Jean, en 1983, j'ai parti un petit club, j'avais 2 étudiants. Puis de ce groupe-là, Jean y est resté. Roch a commencé en septembre avec Saint-Kingsbury. Puis je donnais un coup de main au cours des enfants. Fait que je le connais, il y avait 8 ans, Roch. Puis depuis 35 ans, je peux te dire que je dois avoir, je ne sais pas combien de nombre d'athlètes, que ça fait 20 ans et plus de karatéka, 20 ans et plus qui pratiquent avec moi, puis sont en cours là. Tu sais, des fois, on est rendu à plus de 60 ceintures noires qui s'entraînent. Mais des ceintures noires, ça veut dire que ça fait des années qu'ils suivent. Je les ai toujours laissés participer à l'épanouissement de Karaté Kama. Puis même, je dois dire aujourd'hui, je le comprends, c'est eux qui ont grandi à travers Karaté Kama, qui ont fait grandir Karaté Kama. Fait que c'est une histoire... Tu sais, j'essaie toujours de me dire, c'est important de se rappeler qui a construit notre histoire. Que ce soit pour les anciens du karaté. Je mets beaucoup de postings sur Facebook, puis je remercie beaucoup les anciens du karaté, au niveau québécois, au niveau canadien, au niveau international. Mais dans le dojo, c'est la même chose. Puis là, je ne veux pas trop nommer des noms, mais Marcel Guittard, il est devenu ceinture orange à la 2. Marcel a commencé la première année en 85. Il est devenu ceinture orange, mais depuis ce temps-là, il me donne un coup de main comment il enseigne le karaté. Mais ça fait 35 ans qu'il enseigne le karaté avec moi. Mais ça, j'en ai beaucoup. Puis quand je quitte je joue en compétition, mais c'est eux autres qui me remplacent. J'ai vécu des petites épreuves dernièrement, il a fallu que je prenne une pause, mais ils sont arrivés, je l'ai eu 10 appels. Germain, pas de problème, tel soir, je peux l'enseigner, tel soir, tu as toujours été là pour moi, fait que je vais le faire. Fait qu'on est une grosse équipe. Moi, j'aime mieux appeler ça la famille. Puis quand tu fais partie de la famille Karaté Kama, je t'ai toujours dit, tu peux revenir quand tu veux, tu fais partie de la famille Karaté Kama, n'importe qui. Mais les personnes qui sont là, que ce soit Jean Quevillon, Roch, Stephen Cryan, que j'ai connu tout petit, que Stephen, il vient enseigner encore, puis il va enseigner encore pendant des années. Fait que j'ai vu que là, Karaté Kama, c'est pas l'affaire d'une personne, ou c'est pas l'affaire de Germain et Lynn, c'est l'affaire de Germain et Lynn, qu'on est les leaders là-dedans. Mais on était capable de s'entourer de personnes de qualité
qui croient dans notre réussite, qui croient en Karaté Kamo, mais surtout qui adhèrent à la philosophie de Karaté Kamo. Fait que c'est des bons pères de famille, c'est des bonnes mères de famille. Fait qu'on travaille ensemble pour le succès de l'autre. Puis là, c'est encore là, quand tu donnes la chance à quelqu'un de participer au succès de l'autre, il aime ça. C'est contagieux, ça, là. Ah ouais. Ça devient un petit peu... tu sais, t'en as besoin. Fait que là, tu veux participer à ça. Fait que Karaté Kamo, c'est pas moi. Là. Karaté Kamo, c'est un gros groupe de personnes qui travaillent ensemble au succès de l'autre. Qui revient à notre maxime, qui ose QA, amitié mutuelle pour une prospérité mutuelle. Et voilà. Hey, un gros merci. Pas de problème, c'était super le fun. Je te remercie.